Bonjour, messieurs les principaux des deux collèges de Blaye et de Pejard, et mesdames et messieurs les enseignants, et bonjour les enfants, bonjour, je suis ravie de vous voir nombreux, souriants tous, vous me faites bien plaisir. Je vous demanderai tout d'abord d'être bienveillant parce que je suis très enrhumée, mais ça ira bien, vous verrez. Et je commencerai tout d'abord par vous présenter ma famille telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait donc papa, maman, 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Mes frères Robert n'avaient que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous avions peur, nous souffrions. Nous habitions Roubaix à l'époque, tout au nord, près de Lille. Et l'on voyait défiler dans la ville ces nazis, casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous, les enfants. Mais bien entendu, les parents tout proches nous réconfortaient. Nous ne nous rendions pas encore compte de ce qui allait suivre. Vous savez tous, évidemment, qu'à l'époque, il y avait des catégories d'êtres destinés à disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler? Des juifs, bien sûr, mais pas seulement. Des tziganes, des malades mentaux, des homosexuels, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui. C'est une grande revanche sur les nazis. Vous savez tous qu'à l'époque, les Juifs devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables. Ils devaient également se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse dans les commissariats, les préfectures. Il était donc aisé de venir les arrêter. Tout leur était interdit. Dans les foyers, les adultes perdaient les situations, c'était dramatique. Tous les lieux publics également leur étaient interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas, même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était inscrit « Interdit aux enfants juifs ». Vous vous rendez bien compte que c'est à juste titre que nous avions peur. Je vous disais que nous habitions Roubaix, près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher tous 3, les 3 enfants, dans sa propre famille. C'était un geste merveilleux. Vous savez, ces familles qui cachaient des Juifs risquaient d'être déportées à leur tour. C'était si courageux. Nous avons donc tous 3 été placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs. Comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous entouraient, nous donnaient de l'affection, nous y étions très bien. Cependant, nous ne rencontrions guère nos parents. Avec nos étoiles, nous étions repérables, il ne fallait pas prendre de risques. Ça nous manquait quelque part. Et puis un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés bien à tort qu'il n'y avait plus de risque, nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée. À ce moment-là, on se posait la question, avons-nous été dénoncés?
C'eût été fort possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des Juifs, mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer. Afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation, tout est possible en temps de guerre et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Toujours est-il qu'étant recensés, il était très simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais. Car figurez-vous, les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous, les enfants, avions préparé nos présents, fait de jolis dessins, préparé les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tambourinait aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout, même au petit coin, l'on ne pouvait s'isoler, et criaient sans cesse « Schnell, los !» Ceux qui ont fait de l'allemand savent que cela signifie « Dépêchez-vous !» En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre? Nous étions vraiment éperdus de peur. Et je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois, sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ces soldats qui nous poussèrent dans les escaliers. Mais il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient, partaient à leur tour. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Schnell los, l'on nous a poussés dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los, qui se trouvait près de Lille à l'époque. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman et les 3 petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous les enfants, mais pour quelle raison nous mettait-on en prison? Qu'avions-nous fait? Nous ne comprenions rien encore. Nous étions des enfants si sages, si obéissants, nous ne comprenions pas pour quelle raison l'on nous mettait en prison. Nous n'y sommes restés que quelques jours, puis l'on nous a envoyés dans une autre prison, en Belgique. Vous savez, les déportés du Nord et du Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. En arrivant dans cette cellule Saint-Gilles à Bruxelles, trop exiguë, trop étroite pour le grand nombre que nous étions, j'ai remarqué cependant aussitôt une dame qui semblait si mal en point. Elle y était avec sa petite fille Stella. Je parle toujours de Stella parce que cette petite, par la suite, allait nous accompagner dans nos pérégrinations.
Nous ne sommes restés également que peu de temps, quelques jours dans cette seconde prison, puis l'on nous mena dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique. Ce camp s'appelle Malines. Malines, en Belgique, est l'équivalent de Drancy, en France. Dans ce camp, il y avait des SS allemands, bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdekopf. En allemand, Pferd signifie cheval, Kopf, tête. C'était si bien trouvé. Il avait une figure chevaline, était particulièrement cruel, distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangions toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient. Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas très nette. Ils recevaient des coups de fouet, devaient aller à l'extérieur en pleine bise, bien sûr, se laver à l'eau froide. Et parfois, ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. L'on entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les petits-enfants, ça ne signifiait pas grand-chose encore. On se demandait avec angoisse où l'on allait nous mener. Que ferait-on de nous? Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait... Attendez, je suis très troublée parce que avant d'arriver dans cette gare, l'on nous a fait entrer dans une salle énorme, les hommes et les grands garçons à une extrémité de la salle, à l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. À un signal donné, nous devions tous nous mettre nus, comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était très pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait si mal devant ses fils. Et un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune nazi, un jeune SS qui nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation, il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis rappelaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous! Jamais je n'oublierai. Puis, là, on nous conduisit dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux sur lesquels il était inscrit « Contenance 8 chevaux ». Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. La tinette, c'est le seau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tout le monde. L'on ne nous a pas ménagés. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, il y avait de nombreux blocs alignés. Mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs maudits chiens. Schnell los, ils nous poussèrent jusqu'au Washraum.
Le Vacheron est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleus. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur, en français bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet, on avait tout intérêt à retenir son matricule, qui est resté gravé en moi à tout jamais. Je n'étais plus que le 25.612. Vous savez, les enfants, après cela, nous n'étions plus personne. Nous n'avions plus d'état civil, plus de nom. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur, mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer, c'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours, l'on nous fit sortir du bloc et l'on nous promena de bloc en bloc, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blokova. De chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable en était la Stubova. En allemand, Stube signifie salle, chambre. Et dans chaque Stube, il y avait les fameux chalis que vraisemblablement vous avez tous vus dans les documentaires. Ces étroites couchettes en bois munies d'une paillasse et à 3 étages. Au début, l'on couchait 2 par chalis, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalis. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, arrivant assez tôt dans le camp, couchions dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalit, j'étais dans le chalit d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous, couchait Martha Desrumaux. Bien entendu, les enfants, ce nom ne vous évoque rien. Ça s'est passé il y a si longtemps. Mais sachez qu'à l'époque, Martha Desrumaux était une femme du Nord très connue. C'était une grande résistante, une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétart. Et au 3e étage du chalit couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Si je vous raconte tout cela, les enfants, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier,
Que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort, un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée très précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt après, tout le monde se précipitait au vacheron. Je vous disais tout à l'heure, le vacheron est l'endroit où l'on pouvait subir une douche, une toilette très rapide dans un temps donné trop court. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions. Ce qui fait que chaque jour, c'était la bousculade dans ce vacheron. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, on nous a tout pris. Nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. Et pour être digne, il faut avoir l'air correct. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Puis, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz. Parfois, il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur, puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable et tous devaient s'y rendre. C'était si pénible. Des heures durant, nous devions rester debout, 5 par 5, sans bouger. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensables, pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir assister à l'appel. D'autres, même parfois, étaient déjà décédées. Ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Et tant qu'il ne retrouve l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger des heures durant. C'était atroce. Je revois encore certaines déportées, plus fatiguées que d'autres, osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt, l'SS lançait son chien menaçant qui venait nous mordre. Nous en avions une peur bleue, nous les enfants. Je revois également d'autres déportées, plus âgées, plus maladives, qui pendant l'appel se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me demandais, mais que signifie ce geste? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs. Elles disparaissaient à tout jamais, elles partaient à la mort. Chaque jour après l'appel, ces femmes étaient triées pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler aux Scheisskolonnes, c'est-à-dire vider les fosses des anses. Les pauvres femmes affectées à cette tâche, lorsqu'elles rentraient le soir après l'Arbeit, l'on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était une femme petite, menue.
Elle manipulait des outils, pelle et pioche plus lourds qu'elle. Elle souffrait beaucoup physiquement, mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre. Cet enfant également disparaissait à tout jamais, partait à la mort. Chaque soir, en rentrant de l'Arbeit, maman se demandait avec angoisse, « Vais-je retrouver mes petits-enfants » Ce n'est que bien des années plus tard, en grandissant, que j'ai compris ce tourment quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler. Nous étions trop faibles, trop chétifs, nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient interminables. Nous avions peur de tout. Nous restions donc enfermés toute la journée. L'hiver surtout. Vous savez, à l'époque en Allemagne, les hivers étaient si rigoureux. La température pouvait descendre jusqu'à -10, -20, parfois même -30 degrés. Et nous n'avions rien pour nous protéger, rien que nos pauvres haillons, nos pauvres robes rayées. Nous restions donc enfermés. La journée n'en finissait pas. Nous ne commencions à revivre, à respirer que le soir, au retour de maman de l'Arbeit. L'été, par contre, l'on voulait profiter d'un rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, car dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc. Et nous ne jouions plus, nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux, bien entendu, donnaient de graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Les furoncles, ces affreux boutons sanguinolents pleins de pus. La tuberculose, bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner. Mais au révire, l'on était dispensé de l'appel et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon tout petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au révire. Mais ce tout petit enfant, sans sa maman, avait si peur, pleurait tant, qu'à 2 reprises, il s'est sauvé du révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait attrapé de ces furoncles, ces boutons qui, curieusement, s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ces furoncles, c'est toute une petite calotte de croûtes qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au révire. J'avais une forte dysenterie. Et au révire également, nous avions très peur, nous les enfants, sans maman bien entendu, et la nuit surtout. Vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus d'extension, de proportion. La nuit, l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars. L'on entendait les toux des tuberculeux.
l'on entendait les râles des mourants. C'était si impressionnant. Et cependant, nous sommes restés bien longuement dans cet affreux camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 1943 et y sommes restés jusque début février 1945, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guère davantage. Les déportés affectés à la tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons, qui étaient très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux vus, des déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens, tant nous avions faim. Nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage. Un quignon de pain noir allemand bien dur, parfois un morceau de Käse. Käse signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid intense. Nous n'avions absolument rien pour nous protéger. Pas de pull, rien que nos pauvres robes rayées. Mais souffert surtout de la peur. Nous, les enfants, pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer. Je vous disais que dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions une peur bleue. Savez-vous, les enfants, que plus de 80 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisée. Début février 1945, l'on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu à Ravensbrück enceintes. Avec l'aide d'autres déportés, avaient mis leur bébé au monde. Donc étaient là sur la place. Savez-vous qu'au début, à Ravensbrück, lorsqu'une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt de la façon la plus atroce. On plongeait ces nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait et les nazis poussaient le vice jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un bébé pour passer de vie à trépas. Nous étions donc là, nous devions partir, mais partir où? L'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. Jamais on ne nous mettait au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. C'est toujours de cette façon-là que voyageaient les déportés, en wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück et à nouveau avons voyagé 3-4 jours, toujours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous, le seau hygiénique qui dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage atroce et nous étions si serrés.
Parfois, la nuit, maman se mettait debout afin que mon tout petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois des wagons, ces parois avec des cadenas, des ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui que l'on se rendait compte des affres de la nuit. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, il y avait des camions qui vraisemblablement nous étaient destinés. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait sous les doigts à tâtons dans la pénombre, eh bien c'étaient les cadavres de ces nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons ensuite étaient hissés sur les camions. Mais il y avait tant de monde, tout le monde avait pu saisir cette scène atroce. Et certaines déportées, plus âgées que d'autres, plus fatiguées, en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses d'y trouver un siège pour s'asseoir. Ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu qu'elles n'avaient pu voir étant donné le grand nombre. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène. Ces camions n'ont roulé que peu de temps, se sont ensuite arrêtés, nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais même pas vous décrire. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous mener à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Agnès nous a poussés dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc, il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous, il y avait de grands malades, il y avait des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades, dans une puanteur atroce. Il a fallu courir à l'appel, et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes, un camp terrible qu'on a appelé aussi le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui expliquait tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore aujourd'hui ces charrettes en bois munies de 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à la tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette, qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient. L'on voyait ici pendre un bras, là une jambe, là un crâne. Vision dantesque.
Ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là dont je vous parlais tout à l'heure, de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert, que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Vous savez, à partir de ce moment-là, on perdait courage. On se disait dans ce camp, nous ne tiendrons pas longtemps. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout de quelque temps, nous constations que décidément maman était étrange. Elle gisait sur le sol à côté de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas, elle était si bizarre, nous ne comprenions rien. Elle qui avait été si formidable à Ravensbrück, qui ne vivait que pour ses enfants, qui n'imaginait pas rentrer sans l'un de nous trois. Là, elle gisait sur le sol, semblait déjà dans un autre monde. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir. On se disait la mort est préférable à cette vie de bête qu'on nous faisait mener. On se laissait aller. Plus rien n'avait d'importance pour nous. Cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'osant s'approcher de nous. Ils étaient perdus, ne savaient que faire. Plus tard, lorsqu'ils ont repris leurs esprits, ils ont d'abord commencé par distribuer de la nourriture. Je revois encore ces grands pains de campagne ronds, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de corned beef. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreiller. Nous n'avions aucune literie. Nous prenions donc ces pains comme oreillers. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un bloc. Et les statistiques d'alors le disaient bien, au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de morts. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre, une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un bloc, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures ou les jours qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pas pouvoir manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire. Tout le monde était plus ou moins malade. Mais d'abord, les cas les plus graves. Je vous disais qu'à Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus. Le typhus était une très grave maladie qui pouvait se présenter sous 3 formes différentes. Il y avait d'abord le flecktyphus. Les déportés étaient entièrement recouverts de boutons sanguinolents, pleins de pus, c'était répugnant à voir. Mais heureusement, parfois, certains s'en tiraient bien quand même. En second lieu, il y avait le Bauchtyphus. Bauch signifie ventre. Les déportés atteints du Bauchtyphus n'avaient même pas la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur, faisaient sous elle. Ce qui explique cette puanteur, comme je vous le disais tout à l'heure.
Et la troisième forme de maladie est le coptyphus. Cop signifie tête. Les malades atteints du coptyphus étaient pitoyables. Gisaient sur le sol, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient, semblaient déjà dans un autre monde. C'était un spectacle lamentable. Mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le coptyphus, ce qui expliquait son comportement étrange. Elle fut emmenée au révire et pour nous, les 3 petits-enfants sans maman, nous étions perdus. Plus rien ne comptait pour nous. Cependant, les Anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas chose aisée. Il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et un jour, le grand jour est arrivé. Nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture que l'on ne pouvait avaler, mais qui avait tant d'importance à nos yeux, avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieux chiffons, de vieilles hardes, y avions entassé la nourriture et confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable. La tête, le ventre gonflé à l'extrême, les membres, bras et jambes grêles ne le portaient plus, il ne savait plus marcher. Je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle on tenait tant, afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds, et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux, parce que c'est en wagon à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on en pouvait supporter. Et le voyage du retour a duré longuement, les voies ferrées étant souvent bombardées. Et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles, en Belgique. Les familles nombreuses étaient venues attendre leurs déportés. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles, la musique à tue-tête. Tout le monde était heureux. Nous 3, pas tellement dans notre coin. Nous nous sentions si seuls sans maman. Puis le train a repris sa route, est arrivé à Paris, où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia avant-guerre était un hôtel luxueux. Il est resté, il existe toujours. Mais pendant la guerre, l'hôtel Lutetia a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je revois encore notre arrivée ce jour-là. Les familles étaient venues nombreuses avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient, leurs noms écrits en grand, pour voir si nous les connaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, c'étaient des scènes si touchantes. Ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois, comme c'était beau. Puis, bien entendu, ces familles emmenaient leurs déportés chez elles. À la fin du jour, il n'y avait plus grand monde
à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres et d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste, s'il pouvait, avec son épouse, nous accueillir tous trois quelque temps. Ce qu'ils firent avec grand cœur. Nous étions bien dans cette famille aimante, chaleureuse. Mais bien sûr, nos parents nous manquaient toujours. Un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment ai-je pu oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, une tante qui habitent dans les Deux-Sèvres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches à retrouver leur adresse. Ma tante un jour est arrivée à Paris, venant nous chercher. Comme elle était heureuse de nous retrouver. Et nous donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train, sommes arrivés dans la gare des Deux-Sèvres. Il y avait foule, les journalistes, les photographes, la radio. À ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, les enfants, c'était un spectacle peu commun. 3 petits enfants qui rentrent des camps de concentration tout seuls, sans père ni mère. Nous étions vraiment très à l'honneur. Cependant, notre santé ne nous permettait pas de rester dans la famille. Et nous avions besoin de soins, de médecins. Et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Un préventorium, c'est comme une maison de convalescence. Nous y étions bien, forcément. L'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait. Mais nous étions toujours bien trop seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman, qu'on n'attendait plus, qui était là devant nous, d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos. Mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous. Nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium, achevant de nous soigner, de nous donner des forces. Mais on ne pouvait y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous sommes revenus dans le nord, avons retrouvé la maison. Mais dans quel état? Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été pillé, 100%. Même le papier des murs, la tapisserie était déchirée. Nous nous sommes dit, c'est bien beau, nous voilà enfin à la maison, mais comment va-t-on faire pour vivre? Nous n'avons absolument rien. Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, savez-vous. Chacun amenait ce qu'il pouvait, dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table, des chaises, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Au bout de quelque temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa va rentrer à son tour, nous essaierons de reprendre notre vie d'avant. Malheureusement, un peu plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation après Malines,
Maman, les 3 enfants avons été menés à Ravensbrück puis Bergen-Belsen. Papa, lui, a été emmené dans le grand camp pour hommes, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevés de faim à leur tour. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de Juifs dont faisait partie papa. Ils emmenèrent le groupe hors du camp et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous, les enfants. Nous devenions orphelins. C'était dur également pour maman, qui se retrouvait veuve avec 3 petits-enfants à élever, tous de santé précaire. Est-ce que nous avons connu des années dures, vous savez, après notre retour? Et nous ne pouvions pas en parler. Nous étions traumatisés par ces 2 années de souffrance. Et si malgré tout, de temps en temps, l'on risquait d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on disait. Ça nous vexait au plus haut point. L'on se taisait. Mais en ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, mon sang ne fit qu'un tour. Il me fallait à tout prix rencontrer des jeunes pour expliquer les horreurs de la guerre. J'ai donc commencé à témoigner, peu au début. C'est pas si facile que ça, vous savez, de toujours témoigner, toujours se rappeler ce passé que l'on ne peut oublier, certes, mais on voudrait faire une petite pause. À l'heure actuelle, ce n'est plus possible. J'ai des demandes à l'infini. Tous les jours, je témoigne. Vous savez, la plupart des déportés sont déjà décédés, malheureusement. Le peu qui reste sont encore plus âgés que moi, ne se déplacent plus. C'est fou, je reste la seule déportée pour tout le Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne. Il n'y a plus de déportés. Donc la tâche est infinie. Et je ne suis plus si jeune que cela, moi non plus. Au fait, les enfants, avez-vous une idée de mon âge? Je vous ai mis sur la voie. Je vous ai dit qu'en 1943, je venais d'avoir 11 ans. Quel âge ai-je aujourd'hui, selon vous? Qui connaît mon âge? Oui? Écoutez, je n'ai pas bien entendu, mais je vous dis, je vais très bientôt là avoir 93 ans. Donc, vous voyez, je ne suis plus toute jeune, mais je témoigne, je suis la seule déportée qui témoigne toujours debout pendant 2 heures, avec bien du rouge à lèvres. C'est ma dignité à moi que maman nous a inculquée. C'est tellement important pour moi de témoigner. Parce que les enfants, il n'y a rien de plus terrible que la guerre. La guerre est une chose affreuse, tous ces morts inutiles qu'il faut éviter à tout prix. Vous en êtes capables, vous mes petits messagers, comme je vous appelle. C'est beau ce mot-là. Et donc, pour cela, les enfants, il faut que vous soyez vigilants. Tout peut revenir de façon différente, mais le mal est partout. Nous en avons la preuve en ce moment. Soyez donc vigilants, soyez courageux. À présent, vous connaissez la vérité. Essayez de la répandre. Ne laissez plus passer le mensonge. Je compte sur vous pour cela. Vous savez, les enfants, vous êtes la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté.
Je ne suis pas pressée, je vous assure, mais il faut se rendre à l'évidence. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté et c'est vous qui aurez à transmettre. Je compte sur vous, vous en êtes capables, les enfants. Il faut aussi, à tout prix, que vous combattiez le racisme. Les enfants, c'est quelque chose d'épouvantable à l'heure actuelle que ce racisme. Et aussi la peur, vous voyez, de l'étranger, la xénophobie. Il faut aussi combattre tout cela, combattre l'antisémitisme qui malheureusement perdure. Je compte sur vous, je vous le dis, les enfants. Il faut être tolérant. Vous acceptez les uns les autres avec vos différences. Vos différences vous enrichissent. Vous savez, les enfants, je témoigne partout en France, partout, et je rencontre partout des enfants bien mélangés parfois. Et je leur dis toujours, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences qui nous enrichissent. Et vous savez, les élèves le comprennent si bien. Je témoigne non seulement partout en France, mais à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, je vais aller bientôt au Luxembourg. Partout, je me rends compte que les jeunes sont formidables, veulent éviter la guerre. C'est pour cela que j'ai foi en vous, j'ai confiance en vous. Grâce à vous, un jour, il y aura la paix dans le monde. Ça n'en prend pas le chemin à l'heure actuelle, mais je suis persuadée qu'un jour, il y aura la paix dans le monde grâce à mes petits messagers. Moi, j'ai confiance, j'ai foi en vous. C'est trop beau. Écoutez, les enfants, j'ai pratiquement terminé mon témoignage, mais je vous vois tous à l'écoute, tous avec vos jolis sourires, ça me donne la force. Et au fait, j'ai envie de vous donner un petit plus. Vous le valez bien quand même. J'aimerais chanter pour vous, ou du moins essayer dans l'état où je suis. Mais vous savez, ce sont des petits chants tout à fait spéciaux. Je vous explique. À Ravensbrück, où nous étions au bloc 31, j'étais, comme je vous le disais, avec Madame Geneviève de Gaulle. Et nous avions aussi des Stubova, c'est-à-dire les dames qui étaient là dans le camp depuis plus longtemps, les Stubova, qui gardaient les petits-enfants pendant que les mamans étaient à l'Arbeit, au travail. Au début, nous avons eu des Stubova vilaines, méchantes, affreuses, que nous craignions beaucoup. Mais à la fin, nous en avons eu une épatante, une dame tchèque avec un cœur gros comme ça. Elle souffrait tant de voir ses petits-enfants si tristes, si malheureux. Lorsqu'il n'y avait pas trop de SS dans les parages, elle nous rassemblait et nous disait « Chante quelque chose ». Nous ne savions pas chanter, nous ne nous y attendions pas. Elle insistait, cette dame. Elle avait tellement bien compris que pendant les quelques minutes où nous chantions, on pensait qu'on était déjà hors du camp. Et c'était des minutes exceptionnelles. Et voyez-vous, plus de 80 ans après, je n'ai pas oublié certains de ces petits chants, en langues étrangères, bien sûr. Au début, j'annonnais, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. J'ai essayé de faire traduire et je me suis rendu compte que c'était toujours très doux, très enfantin. Voilà, je vais essayer d'en résumer quelques-uns. Dans le camp, il y avait des enfants hollandais, une petite berceuse. Slaap, kindje, slaap, daar buiten lopen schaar. Het schat met 4 witte voetjes,
die dringt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap, daar buitenlopen. Il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lait. Vous voyez, c'est très tendre. Il y avait des enfants polonais. Une courte récitation. A, kotkidva, Chariburi obidva, nic nie będą robiły, tylko Lili bawiły. Là encore, il ne s'agit que de deux petits chats qui ne voulaient jouer qu'avec Lili. Vous savez que mon prénom est Lili, L-I-L-I. Je dis ça dans le cas où vous-même auriez envie de m'écrire. Vous voyez, je ne perds pas le nord. Je vous expliquerai tout à l'heure à quel point je reçois des lettres merveilleuses d'élèves et j'espère en recevoir de vous-même. Si cela vous inspire, je serai si contente de vous lire. Vous remettriez vos courriers à vos enseignants qui me les feraient parvenir. Merci à l'avance pour ceux qui le feront. Il y avait aussi des enfants tchèques, une berceuse également. Pasla, ovečky, zeleném raječku. Pasla, ovečky, seberte se, janani, dubi-dubi-dub. Ona za tubi-tubi-tub, ovem, ovečky, seberte se. Là aussi, il ne s'agit que d'une petite gardienne de doigts et voilà, une petite fermière. C'était très tendre toujours. Je vous disais tout à l'heure, les enfants, que nous étions arrivés à Ravensbrück en décembre 1943. Noël était proche et l'on chantait en allemand ce que l'on chante partout en Europe. Vous connaissez la chanson en français. En allemand, voici. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zum Sommerzeit, doch auch im Winter, wenn schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Et pour terminer, la plus belle, la française bien sûr. Vous savez, les enfants, pendant la guerre, il y avait un chanteur connu de tous célèbres qui s'appelait Charles Trenet. Il chantait une chanson également connue de tous. Le titre en était tout simplement « Je chante ». À Ravensbrück, au bloc 31 avec Geneviève de Gaulle, nous avions conservé la mélodie, la musique, mais changé les paroles pour y mettre notre quotidien. Voici. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on n'en a plus qu'assez. Et c'est ce qui vient nous voir chaque soir, et c'est ce, oh quel rasoir, à cause de toi nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis, à cause de toi, à 3h30, on doit quitter son petit lit. Bitterruhe, ça veut dire silence. Bitterruhe,
entendons crier partout « Bitterauer ». L'on devient fou. L'SS ne fait que nous insulter. Elle crie comme une enragée. Et avec Geneviève, nous terminions par « De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie. Si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. » Voilà. Merci les enfants. Merci. Merci. Merci.